Name Games. L'hiver s'achevait, laissant place à la douceur du printemps. Les beaux jours, c'est-à-dire l'heure de revenir piller la terre des hommes. Le chef de guerre gobelin Kiknik Tufsnacha trépignait d'impatience. Tout ce dont il avait besoin était que Mork, ou peut-être Gork, le dirige dans la bonne direction. Lorsque les orques et gobelins se rassemblent en grand nombre, la veille de raids sanglants, un vortex de magie wag se rassemble autour d'eux, agissant comme un signal pour les autres de leur espèce. C'est précisément ce qu'il se passa dans le nord de la Bretonie, quand le chef de guerre Brisechine lança une énorme wag inondant la campagne d'une marée d'orques et de gobelins. Cela créa une accumulation d'énergie si colossale que des tribus jusque dans les terres arides pouvaient la ressentir. C'est pourquoi, à ce moment, les chamans du chef de guerre gobelin Kiknik détectèrent cette accumulation magique. Ils exhortèrent le chef à partir à la recherche de la toute-puissante horde qui en était à l'origine. L'idée de parcourir le pays et de tuer tout ce qu'il rencontrerait sur son passage séduisit grandement le chef de guerre gobelin. Ainsi, après un puissant hurlement de Champa, le loup géant de Kiknik, sa bande entra en action, se préparant en toute hâte à traverser les terres arides et à saccager la terre des hommes. L'horizon annonçait la promesse de richesse et d'effusion de sang. La troupe nomade se dirigea rapidement vers le nord, rassemblant de nouveaux guerriers pendant sa chevauchée, accueillant tous ceux qui pouvaient maintenir le rythme implacable fixé par le loup géant du chef de guerre gobelin. La wag Kiknik traversa la rivière hurlante, puis la rivière Staknek. Ceux qui avaient tenté de les suivre à pied ayant été abandonnés depuis longtemps, Kiknik se retrouva uniquement en compagnie de chevaucheurs de sangliers, de chevaucheurs de loups et de chars, ainsi que de quelques géants dont les longs et lourds pas leur permettaient de suivre le rythme effréné. Les habitants de Haute-Lance virent un nuage de poussière s'élever à l'horizon et entendirent les aboiements de loups géants, avant de finalement voir apparaître l'importante horde montée. Les gens de ce pays ayant l'habitude des raids, la défense s'organisa rapidement. La population se réfugia derrière les murs fortifiés et, au moment où les pillards arrivèrent, la ville était prête au combat. Des messagers avaient aussi été envoyés pour avertir les colonies voisines. Mais Kiknik n'avait aucun intérêt à un siège prolongé et ordonna donc à la majorité de ses guerriers de piller les petites propriétés entourant Haute-Lance, pendant que les autres lançaient des injures à ceux qui se recroquevillaient à l'intérieur de la ville. Au cours des jours qui suivirent, les guerriers de Kiknik pillèrent tout ce qu'ils considéraient comme ayant de la valeur. En résumé, tout ce qui brille ou qui peut servir d'arme. Puis, la wag partit vers l'ouest, vers Malko, une colonie qui avait été prévenue de la menace par un cavalier de Haute-Lance. Contrairement à la plupart des principautés frontalières, les terres entourant Malko étaient riches et fertiles, ce qui en faisait l'un des plus grands producteurs agricoles de la région, un endroit parfait pour que Kiknik puisse se réapprovisionner avant de continuer vers le nord. Le maire de Malko envoya ses propres cavaliers dans les villes voisines pour appeler à l'aide, espérant voir arriver des renforts avant la horde verte. Kiknik frappa fort et vite dès son arrivée à Malko, ses cavaliers se dispersant pour semer le désordre et l'anarchie parmi la population. La panique s'installa et les roturiers fuirent pour se réfugier derrière les murs fortifiés de la ville. Alors que ces derniers affluaient, le maire renforça ses forces autant qu'il put avec ses fermiers et villageois apeurés. Il créa une milice, armant tous ceux qui étaient capables de se battre pour protéger les fermes et les champs dont ils dépendaient tant. Sur les terres agricoles aux alentours de Malko se trouvait un vaste réseau d'entrepôts et de granges dans lesquels les productions sont conservées à l'abri des éléments avant d'être acheminées vers les marchés. Les autorités ne voulurent pas laisser cette richesse sans défense, mais les garnisons éparpillées ne faisaient pas le poids, elles furent balayées par Kiknik et ses cavaliers. Une fois les défenseurs tués,
Les orques et gobelins chargèrent leurs chars avec autant de butin qu'ils pouvaient en transporter avant d'incendier les bâtiments vides. Ceux qui se trouvaient à l'intérieur des murs de Malco ne pouvaient que regarder leur campagne et leur village brûler. Beaucoup supplièrent le maire d'agir face aux orques et gobelins en maraude, espérant qu'une démonstration de force les renverrait d'où ils viennent. Mais l'élu préférait attendre d'hypothétiques renforts. L'édile provoqua autant qu'il put Kicnic, espérant inciter le chef de guerre à lancer un assaut sur les fortifications. Mais étant un gobelin, qui plus est rusé, Kicnic n'était pas du genre à se laisser entraîner à la hâte dans la bataille. Il choisit plutôt de continuer à piller sur son chemin vers le nord à travers les terres agricoles non défendues. Les membres les plus violents de sa bande furent tentés de céder et d'attaquer les murs de la cité humaine, mais leur chef parvint à les apaiser en redirigeant leur faim sur les denrées pillées dans les volumineux hangars du pays. Le maire fut rapidement frustré par la réticence du chef de guerre gobelin à affronter ses forces au combat. Il ordonna donc aux soldats et à la milice de Malco de poursuivre l'armée à cheval dans l'espoir de rattraper les pillards. Ce faisant, le maire commit une terrible erreur. Ses forces désormais étendues, composées principalement de milices peu équipées et inexpérimentées, risquaient d'être encerclées par les cavaliers de Kicnic. Malgré le peu d'informations rapportées par ses éclaireurs, Kicnic eut vent de la position vulnérable de ses attaquants. Ses chevaucheurs de loups tendirent une embuscade aux forces du téméraire maire. Le reste de ses combattants, principalement des orques sur sangliers et des chars lourds, commencèrent à allumer le feu dans les champs voisins et l'épaisse fumée noire s'échappant des cultures en feu cacha alors la grande majorité des guerriers peau-verte. Pendant ce temps, un troisième groupe continuait de charger leurs chariots volés de victuailles provenant des entrepôts. Ils faisaient office d'appât. Les forces du maire s'approchaient des pillards. Si les gardes de la ville les plus expérimentés avançaient prudemment, les esprits s'échauffèrent au sein des rangs indisciplinés de la milice. La vue de ceux qui avaient profané leur maison et s'enfuir avec leurs biens durement gagnés poussa de nombreux gens ordinaires à rompre les rangs et à charger vers leur cible. Kicnic scrutait les humains à travers les épais nuages de fumée. Dès que la milice fut hors de portée des vétérans les plus lourdement blindés, la monture féroce de Kicnic déclencha un long et funeste hurlement, un son repris par les cavaliers sur loups qui avaient encerclé les roturiers impétueux. Le chœur des aboiements arrêta net les miliciens, leur sang se glaçant lorsqu'ils se rendirent soudain compte qu'ils étaient totalement cernés et loin des hauts murs de Malco. Kicnic et ses chevaucheurs traversèrent l'écran de fumée en hurlant, tandis que les ouvriers agricoles se retournaient et s'enfuyaient. Les orques chargèrent à leur tour, les énormes montures porcines piétinant les pauvres gens de Malco. Ceux qui échappaient aux épaisses défenses sanglantes des sangliers se retrouvaient abattus en masse par les kikoupes et les lourdes lances des chevaucheurs orques, ou encore écrasés sous les roues cerclées de fer des imposants chars. Les soldats de métier étaient trop loin pour venir à temps en aide aux miliciens. Ils se rassemblèrent alors sous les ordres du maire et formèrent un cercle de boucliers et de lances, position impénétrable pour des charges de cavalerie. Alors que la horde d'orques et de gobelins se rapprochait de la formation blindée, le maire réalisa que ses guerriers étaient désespérément en infériorité numérique et, aussi loin de Malco, il y avait peu d'espoir de renfort. Kicnic ne se précipita pas pour achever les vétérans encerclés, préférant leur réserver un sort bien plus cruel. Dans les heures qui suivirent, les chevaucheurs de loups avancèrent encore et encore, suffisamment prêts pour tirer des flèches dans les brèches du mur de bouclier, mais hors de portée de toute représaille, avant de se replier en sécurité. Au fil des heures, les défenseurs tombèrent lentement sous les volées gobelines, jusqu'à ce que les morts soient si entassés que les vivants pouvaient presque se cacher derrière eux. Tandis que leurs alliés mouraient autour d'eux, les vétérans de Malco se rendirent tous compte de la même sombre réalité. Rester debout et se battre, ou courir et se cacher, cela n'avait pas d'importance. Un à un, ils allaient mourir. À la tombée de la nuit, les ennemis de Kicnic n'avaient plus la force ni le nombre pour résister à une charge de ces chevaucheurs de sangliers. Alors que le terrible hurlement de Chompa résonnait une dernière fois dans les champs, la cavalerie peau-verte percuta la ligne épuisée des survivants.
Bien qu'il existe de nombreuses histoires de derniers combats héroïques dans les histoires du Vieux Monde, celle-ci n'en fait pas partie. Les guerriers de Malco étaient trop épuisés pour se lever et se battre et furent rapidement passés au fil de l'épée par la horde déchaînée. À peine les derniers combattants de Malco tombés, des corps de guerre retentirent au sud et au nord-est, annonçant l'arrivée d'importantes compagnies de mercenaires en provenance des colonies voisines. Malco était le grenier des principautés frontalières et ses partenaires commerciaux dépendaient trop de ces marchés pour le laisser longtemps sans défense. Ne voulant pas se battre avec un ennemi plus fort et expérimenté, Kiknik prit la décision de fuir la région en direction du nord-ouest. La route qui attendait les nomades n'était pas facile, car ils devaient traverser la passe des Crocs de l'hiver avant de se diriger vers le nord le long des montagnes grises afin d'atteindre la source de l'énergie Wag. La neige, inhabituellement tardive, obstruait toujours les cols des montagnes. Kiknik et ses guerriers furent confrontés à une série de retards frustrants qui, compte tenu de la rapidité avec laquelle les orques et les gobelins recouraient aux querelles et aux luttes intestines, auraient pu voir la Wag se dissoudre entièrement. Dans l'espoir d'accélérer leur avancée, Kiknik exhorta Champa à ouvrir la voie à travers les montagnes, faisant confiance aux loups rusés pour trouver le meilleur chemin à travers la neige épaisse. La bête ne déçut pas. Elle dirigea la Wag nomade sur des sentiers cachés, sur des sommets vertigineux et le long de lignes de crêtes périlleuses. Même si cette route, souvent étroite, était lente et qu'à plusieurs reprises des chars, des sangliers et des orques dégringolèrent dans le vide, cela s'avéra beaucoup plus rapide que de patauger dans l'épaisse couche de neige au pied des falaises. Alors que la troupe de Kiknik voyait le bout de son chemin sinueux, un groupe d'éclaireurs revint avec des nouvelles de l'approche d'une caravane commerciale qui traversait la vallée juste en dessous d'eux. Ne manquant pas une occasion de s'emparer de quelques proies faciles, Kiknik ordonna à un de ses nombreux régiments de chevaucheurs de se placer de l'autre côté du col pour attendre le convoi. Réputés pour leur manque de patience et leur besoin d'action décisive, les orques et gobelins avaient hâte de se battre. Quand le convoi apparut, il fallut des menaces incessantes de violences gratuites de la part de Kiknik et des grognements menaçants de la part de Champa pour empêcher la horde de passer à l'action. Le chef de guerre gobelin ne verrait pas son embuscade gâchée par des brutes impatientes et stupides, quelle que soit leur taille. Le convoi était composé de commerçants et d'artisans nains, voyageant depuis Karak-Izor vers la baronnie du Sudenland, transportant, probablement, une cargaison d'armes et d'armures à destination d'impériaux engagés dans la guerre civile qui faisait rage. Aux côtés des nains, une compagnie d'hommes veillait sur la caravane, sans doute engagée par un investisseur nerveux pour protéger la précieuse cargaison des bandits et des monstres des montagnes. Ce qui les attendait dans la passe, cependant, n'était pas une simple bande de brigands ou une créature fatiguée et affamée à la recherche d'un repas facile.